La mère de mon grand-père maternel avait 6 ans au moment du génocide. Après avoir vu toute sa famille se faire massacrer sous ses yeux, elle s'est cachée sous le jupon de sa maman, qui était morte, et elle a été prise comme enfant esclave chez une famille kurde. Elle se faisait punir très sévèrement par les maîtres, par la famille qui l'avait prise comme enfant esclave, notamment quand elle devait transporter du lait et qu'elle faisait tomber des bidons ou alors qu'elle se servait pour boire un petit peu de lait. Et elle se faisait aussi très souvent pendre par les jambes toute la nuit sur un arbre. Et un jour, il y a les voisins de la famille où elle était esclave qui lui ont dit fais attention, il y a des gens qui vont venir, ce sont des gens gentils. Quand tu vas entendre du bruit, il faut que tu cries très 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 fort. C'est émouvant parce que c'était des missionnaires chrétiens européens qui n'ont pas abandonné les Arméniens et qui sont allés chercher ces enfants, ces petites vies qui étaient abandonnées et qui étaient oubliées. Et donc les missionnaires chrétiens ont créé des orphelinats donc, à Alep, en Syrie, et ont ramassé en fait tous les enfants orphelins du génocide. Sans les missionnaires chrétiens qui sont allés récupérer certains enfants, donc, dont mon arrière-grand-mère, des mains des familles qui les avaient simplement réduits au statut d'esclaves, eh bien, moi, c'est sûr que je serais de fait pas ici. Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'Orient, un programme de l'œuvre d'Orient, avec aujourd'hui Astrig Siranossian, violoncelliste. Et avant de commencer cette interview, j'en profite pour inviter nos spectateurs à s'abonner à la chaîne Les Voix de l'Orient. C'est fondamental pour le référencement sur YouTube et ainsi que ces vidéos soient vues par un large public. Bonjour Astrig Siranossian, qui êtes-vous ? C'est une question assez complexe. J'ai une famille d'origine arménienne, avec des grands-parents qui sont nés en Syrie, du côté maternel, à Constantinople du côté paternel. Et ma mère est née au Liban, ainsi que toute la famille de la génération de ma maman. Et je suis née en France, à Lyon. Alors évidemment, on dit souvent on est 100% ci, 100% ça. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être... c'est compliqué à définir. Moi, je me sens profondément française. Quand je suis en France, j'ai envie de défendre le patrimoine français. Puis à la fois, dès que j'entends une musique arménienne, je me sens profondément arménienne. Et puis... tout ce qui se passe en Syrie et au Liban et les populations que je rencontre et les amis que j'ai, libanais, syriens, j'ai l'impression qu'on fait partie de la même famille. C'est très compliqué. Après, essayer de rentrer dans des cases, c'est dangereux parce que finalement, on se ferme un petit peu. Une case, ça s'ouvre, ça se ferme. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir très envie de voir mon identité ou même de me sentir enfermée dans quelque chose. Mais c'est un équilibre très particulier à trouver. La culture et le fait de pouvoir être musicienne et de pouvoir exprimer à travers l'œuvre de différents compositeurs des émotions qui sont liées à différentes origines, ça me permet évidemment de pouvoir explorer toutes ces facettes de ma personnalité et surtout tout l'héritage culturel que j'ai reçu, l'héritage culturel, l'héritage historique aussi, la mémoire. J'ai une famille qui garde profondément en elle la mémoire, mais encore une fois, pour mieux avancer, j'ai été élevée dans une famille où, avant tout, nous étions français. Nous avions des origines, mais avant tout, nous étions dans la reconnaissance immense du réconfort de la France qui nous a été donné. Et je suis assez vexée, d'ailleurs, quand on dit que je suis franco-arménienne. Je suis pas franco-arménienne, je suis vraiment française. Et tout ce qui m'arrive dans ma vie, tout l'aide également que je peux apporter, ou alors tout ce que je peux faire à travers mon métier et dans ma vie, pour venir en aide aux Arméniens, aux Libanais, aux Syriens ou autres, je le dois uniquement à l'éducation et à la chance que j'ai eue d'être française et d'être excessivement privilégiée. Quel est votre lien à l'Arménie ?
Mon lien avec l'Arménie, c'est assez particulier parce que finalement, les origines de ma famille se trouvent en Cilicie, ce qui est donc en Turquie, actuellement. Mon lien à l'Arménie, ça a été un lien déjà quand je suis partie enfant la première fois, j'avais 8 ans avec mes parents, c'était juste après la chute de l'Union soviétique. Nous sommes arrivés dans un pays où tout manquait. Il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas d'eau courante, il y avait 2 heures d'eau courante dans la journée, il n'y avait pas d'électricité. Et puis le dialecte arménien parlé en Arménie n'est pas le même dialecte que celui que j'ai appris. Donc c'est un lien finalement assez éloigné et à la fois je me sens très proche quand je suis avec les Arméniens d'Arménie. Le fait d'aller souvent aussi en Arménie, le fait de quelque part le dialecte de l'Arménie, je l'ai appris, même si c'est pas le dialecte que j'ai appris à la maison, mais cette communication et puis aussi je me suis toujours dit en voyant des enfants de mon âge quand j'y allais enfant qui n'avaient rien, que tout ce que je ferais dans ma vie et tout ce qui m'arriverait de bon, ça serait pour aider en fait ces enfants avec qui je partage déjà un physique beaucoup plus similaire que beaucoup d'enfants avec lesquels j'ai grandi en France, et puis une langue, et puis une histoire. Voilà, c'est intéressant. Quand on est d'origine arménienne, on a aussi beaucoup ce rapport aux régions, mais on a beaucoup aussi ça en France. Dire le rapport entre le niçois et le lillois est quand même assez éloigné. C'est un peu pareil quand on est d'origine arménienne. Par contre, voilà, quand j'entends un dialecte arménien de Syrie ou du Liban, j'entends la voix de mon grand-père, j'entends la voix de... Donc, il y a un attachement différent. Il y a aussi en Arménie toute l'Union, toute l'URSS et la langue russe qui est complètement éloignée. C'est que quelque part, je me sens très éloignée de l'éducation et de la culture soviétique. Et à la fois, je la connais depuis que je suis enfant. Et puis, en musique, étant donné qu'il y a de très grands compositeurs russes, et que mon grand maître de violoncelle était russe, j'ai beaucoup puisé aussi dans tous les souvenirs et tout le folklore que j'ai rencontré en Arménie, enfant. Donc voilà, c'est un mélange. Il y a aussi le fait, quelque part dans cette identité, il y a aussi d'être arménien, oui, mais arménien de diaspora, d'Arménie, du Liban, de Syrie. Et c'est très complexe. Je pense qu'il faut savoir accueillir et se remplir le cœur de toutes ces différences et qui ne sont en fait qu'un enrichissement. Quelle était la place de la culture dans votre famille ? Mais moi, j'ai eu la chance de vivre dans une maison qui était un petit peu un musée. Un musée, il y a des tapis, des très beaux tapis pour beaucoup du Haut-Karabakh. Des tableaux faits de peintres d'origine arménienne. Mon père avait la plus grande collection de timbres fiscaux arméniens. Voilà, c'était mon passe-temps préféré, c'était de ranger la collection de timbres de mon papa. Il y avait également des vieilles pièces. Voilà, j'ai quand même eu la chance, il est vrai, et ça, j'en suis absolument consciente, de vivre dans un environnement qui était très beau. Dans un environnement où le beau était quelque part une recherche, une vérité. Il y a eu la musique aussi, donc voilà, d'avoir été baignée comme ça dans du beau, dans de la culture, dans beaucoup d'amour aussi, j'ai compris plus tard, parce que quand on est enfant, on pense que c'est la normalité. J'ai compris que c'était un immense privilège. Alors de monter sur scène pour le partager avec des milliers de personnes, quelque part, je dis souvent, mais finalement, je ne fais que ce que mes parents m'ont donné. Et parce que quand on reçoit autant de confort, pas matériel, parce que j'ai pas reçu un confort particulièrement matériel, mais un confort d'éducation, d'amour, de confiance, de culture, eh bien, on se doit de donner. Moi, je trouve que finalement, je sais pas si on peut parler de mission. Moi, j'ai pas tellement l'impression que c'est un travail d'être musicienne. J'ai plutôt l'impression que c'est un chemin tout à fait normal dans le cycle de la vie. Quand on reçoit, eh bien, c'est un minimum que de redonner un petit peu de ce qu'on a reçu. Moi, j'ai été élevée par un grand-père donc qui est né à Alep. Il était trop pauvre, donc il a été remis dans l'orphelinat où s'étaient rencontrés ses parents.
Mon grand-père n'était pas allé à l'école. Il a eu sa première paire de chaussures à l'âge de 8 ans. Et pourtant, j'ai toujours vu mon grand-père lire de la poésie et lire des livres. Donc, quelque part, je crois que la vraie richesse que j'ai compris dans ma vie, c'était la richesse de la culture. L'accès, en fait, de se nourrir de beau, de se nourrir de culture, et évidemment de transmettre à travers la langue. J'ai la chance de parler arménien comme langue maternelle. Je dis aussi souvent que la musique, c'est un peu ma langue paternelle. Mais voilà, la culture, ça a été quelque part, si nous existons, eh bien, c'est que nous avons la chance de pouvoir lire, de pouvoir transmettre. Et puis aussi, il y a quand même aussi beaucoup de poètes qui ont eu des vies épouvantables. Mais ça, c'est valable aussi dans la culture française. Par exemple, Apollinaire, les merveilles qui ont été écrites depuis les tranchées. Voilà, je crois que la culture, quand on a conscience que la culture est une manière, pas de changer le monde, mais en tout cas de pouvoir se faire du bien, et puis de transformer un quotidien qui pourrait être très moche en quelque chose de très beau. C'est vrai que voilà, ça a été central. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans ce monde qu'une phrase musicale, un poème, quelque chose d'harmonieux, de recherché. Et c'est pas une question de quelque part de moyens financiers ou autres, c'est simplement une volonté et une conscience dans la transmission de la culture arménienne. Il y a la musique, il y a la poésie. Poète, même quand on va en Arménie, c'est vrai qu'il y a sur le bord de la route des citations de poètes. Ça a une place importante parce que finalement, on peut détruire beaucoup de choses. On peut détruire des régions, des églises, des vies. Mais voilà, on se dit s'il reste la culture. Et puis d'ailleurs, bon, l'Arménie a des voisins qui s'approprient cette culture, parce qu'ils n'en ont pas. Ou alors, ils en ont une, mais qui n'est peut-être pas aussi riche que la culture arménienne. Donc c'est une vraie arme, parce qu'elle permet de perdurer dans le temps, et de transmettre, et d'être passeur quelque part d'un pan culturel. Je trouve que c'est un privilège. Et quelle était la place de l'Église dans votre famille ? Oui, dans mon environnement, ça a toujours été très important, mais disons de manière assez souple. Moi, j'ai vu toute ma vie mon arrière-grand-mère prier Sainte Rita, partir en pèlerinage à Jérusalem. La place de l'Église est très importante, mais je n'ai pas été élevée dans une famille où nous allions à l'église tous les dimanches. Je crois que c'est aussi la place de l'Église, quand on est d'origine arménienne, c'est de se dire, en fait, si je suis là, c'est parce que toutes les générations avant ont refusé de se soumettre à une autre religion et se sont battus pour ces valeurs à la fois arméniennes, mais à la fois qui sont liées culturellement au christianisme. La culture arménienne est aussi très riche avant le christianisme. Moi, je porte par exemple un prénom Astrix, c'était la déesse de l'amour et de la fertilité. Voilà, c'est très chouette, mais c'est aussi il y a une forme de polythéisme aussi encore très assumée finalement dans ce christianisme, je dirais très primaire. Oui, l'Église, elle a une place importante, mais quelque part, elle fait partie de l'identité. Et c'est ce que je trouve quelque part assez agréable, c'est-à-dire qu'elle est dans la vie. Elle est dans la vie, mais même les hommes d'église, les prêtres, font partie de la vie, mais avec une distance qui n'existe presque pas. Moi, j'ai toujours connu des prêtres à la maison, mais je n'ai jamais eu l'impression qu'il y avait une hiérarchie particulière parce que c'était des hommes d'église. Non, c'était des amis qui venaient manger, nous raconter des histoires. Voilà, donc il y a ce rapport quelque part que je trouve beaucoup plus doux de temps en temps par rapport à d'autres formes de christianisme que je trouve froid ou alors distant. Voilà, il y a vraiment une différence. Il y a ça aussi dans la musique arménienne, dans la musique liturgique arménienne. Il n'y a pas tellement de différence entre la musique populaire arménienne et la musique sacrée.
La musique populaire est complètement assumée dans la musique sacrée, bien que évidemment les premières musiques écrites sont sacrées puisqu'elles ont été écrites par des moines, mais il y a dedans une adoration de la nature, une adoration du chant, une adoration. Voilà, c'est cette forme-là, je trouve, très humaine et très dans le partage de la religion chrétienne que je trouve absolument formidable. Moi, par exemple, j'ai mon arrière-grand-mère qui s'est mariée à l'âge de 16 ans à Alep et que l'Église a divorcé à l'âge de 18 ans parce que c'était une femme et parce qu'il se passait des choses qui n'étaient pas acceptables au vu de l'Église dans sa belle famille, et donc l'Église l'a séparée. Et il y a comme ça, pour les femmes, dans les codes de l'Église arménienne, des choses extrêmement souples et assez féministes finalement. Je dirais pas que l'Église est forcément féministe, mais en tout cas, il y a une approche très humaine. La musique aussi, le fait que tout soit chanté. Moi, c'est peut-être ça le rapport le plus fort que j'ai à l'église, c'est le rapport à la musique. Je trouve ça magnifique de voir en communion toute une église chanter. C'est un premier pas, je trouve, vers quelque part une élévation, une quête de spiritualité. C'est de se mettre soi-même en vibration pour atteindre des choses impalpables. Voilà, donc je dirais que le rapport à l'église... à la foi. C'est plutôt, je dirais, un rapport à la foi plutôt qu'un rapport précis à l'Église. Après, évidemment, je dirais que le symbole de l'Église, c'est tout ce qu'on a toujours voulu détruire jusqu'à maintenant aussi dans l'identité arménienne. Systématiquement, les églises sont ou détruites ou transformées en mosquées. Donc, ça veut dire que c'est aussi quelque part une intimité, quelque chose qu'on a envie de détruire et que nous portons en nous. Voilà, en tout cas, les valeurs chrétiennes, je les ai reçues et je trouve qu'elles se marient très bien aussi avec quelque part cette vie de musicienne que j'ai. Transmettre des émotions douces, être dans l'espérance, donner foi, redonner foi. On ne sait pas vraiment, c'est des choses en fait finalement impalpables comme la musique. Je trouve qu'il y a une grande forme de spiritualité. Ça me paraîtrait d'ailleurs difficile de faire de la musique et de croire en quelque chose d'absolument impalpable sans avoir une foi. Je ne crois pas qu'on puisse... si on ne s'autorise pas à avoir une foi, c'est qu'on ne s'autorise quelque part pas à ouvrir son cœur. La vie est épouvantable, je pense, quand on n'ouvre pas son cœur. Comment votre famille a-t-elle survécu au génocide ? Dans mon histoire familiale, liée au génocide, la mère de mon grand-père maternel avait 6 ans au moment du génocide et a été faite, après avoir vu toute sa famille se faire massacrer sous ses yeux, elle s'est cachée sous le jupon de sa maman, qui était morte, et elle a été prise comme enfant esclave chez une famille kurde. Et donc elle était dans la bergerie, elle racontait très peu et surtout elle voulait... Moi je l'ai pas connue mais c'est ma mère qui me raconte. Elle ne parlait que turc, elle voulait pas parler arménien et dès qu'on commençait à aborder ce sujet, elle disait chut, il faut pas en parler, il faut pas en parler. Mais néanmoins elle a quand même raconté un peu plus tôt dans sa vie qu'elle était donc dans une bergerie et qu'elle se faisait punir très sévèrement par les maîtres, par la famille qui l'avait prise comme enfant esclave, notamment quand elle devait transporter du lait et qu'elle faisait tomber des bidons ou alors qu'elle se servait pour boire un petit peu de lait. Et elle se faisait aussi très souvent pendre par les jambes toute la nuit sur un arbre. Et un jour, il y a les voisins de la famille où elle était esclave qui lui ont dit fais attention, il y a des gens qui vont venir, ce sont des gens gentils. Quand tu vas entendre du bruit, il faut que tu cries très 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 fort. Et ces gens-là, c'était des... c'est émouvant pour moi parce que
Pardon. Parce qu'on est à l'œuvre d'Orient, donc forcément, c'est émouvant parce que c'était des missionnaires chrétiens européens qui n'ont pas abandonné les Arméniens et qui sont allés chercher ces enfants, ces petites vies qui étaient abandonnées et qui étaient oubliées et donc les missionnaires chrétiens ont créé des orphelinats donc à Alep en Syrie et ont ramassé en fait tous les enfants orphelins du génocide. Et il y a des photos d'ailleurs qui doivent être dans les archives de l'œuvre d'Orient parce que elle a été dès les massacres hamidiens, l'œuvre d'Orient a beaucoup œuvré pour avertir l'Europe et évidemment sans les missionnaires chrétiens qui sont allés récupérer certains enfants, donc dont mon arrière-grand-mère, des mains des familles qui les avaient simplement réduits au statut d'esclaves. Eh bien, moi, c'est sûr que je serais de fait pas ici. Donc, évidemment, je mesure l'importance immense du privilège que j'ai, mais parce qu'on m'a toujours expliqué comment je mangeais à ma faim, comment je pouvais faire des études, comment je pouvais être une femme libre, et surtout une femme qui a fait des études et qui peut vivre d'une passion. Voilà, le chemin, c'est pas très loin, c'est un petit peu plus de 100 ans en fait tout ça. Et en 100 ans, quand on voit l'évolution d'une arrière-grand-mère esclave du génocide, moi qui parcours les scènes du monde entier de manière très privilégiée, c'est pas long 100 ans. Mais ça, c'est encore une fois, c'est grâce à des âmes incroyables que vous avez à l'œuvre d'Orient et puis le réconfort de l'Occident qui a permis ça. Aujourd'hui, de quelle manière aidez-vous l'Arménie ? Oui, alors, je me suis dit très tôt qu'il fallait, dès que j'ai un petit peu de privilèges, parce que c'est ce qui se passe, quand on commence à avoir une certaine notoriété, on nous approche pour représenter des marques, ou alors voilà, on a des facilités. Et enfant, quand nous allions en Arménie avec mes parents, nous apportions du papier et des stylos aux compositeurs arméniens qui n'avaient plus rien. Ils vivaient assez bien pendant l'époque soviétique, mais une fois que l'indépendance de l'Arménie est arrivée, la situation des compositeurs et des musiciens en Arménie était catastrophique. Donc mon père avait fait un partenariat avec les papiers Clairefontaine et les stylos Reynolds. Bon, je me souviens de ces marques-là. Et donc nous allions très régulièrement apporter des crayons et du papier. Je parle même pas des vêtements qu'on apportait, mais voilà, c'était à petite échelle. Mon père était directeur d'un conservatoire, était très lié aux musiciens là-bas, et donc j'ai toujours eu ce lien aussi. Ça, c'est un lien important pour moi avec l'Arménie. C'est pas un lien d'apporter de l'aide, mais je suis jamais allée en Arménie pour profiter et aller sur les terrasses. Je trouve ça très agréable, mais j'ai toujours l'impression que j'ai une mission. Il faut toujours que je sois en action quand je suis en Arménie. Je supporte pas de ne pas être active, parce que je sais que je peux faire quelque chose, donc de ne pas le faire, ça m'est insupportable. Et donc, en 2019, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Spidak Sevan. Alors, Spidak, c'est mon deuxième prénom, parce que je suis née 12 jours après le tremblement de terre de Spidak. Et Sevan, c'est un grand lac en Arménie. C'est un prénom aussi qui est donné aux petites filles, aux petits garçons. Donc, voilà, j'avais envie à mon échelle, après, évidemment. Donc, on apporte du matériel musical, des partitions, des instruments. Et puis alors, c'était en 2019, et en 2020,
quand il y a eu la guerre des 44 jours qui a commencé, j'ai compris que la musique avait des vertus qui pouvaient être assez incroyables sur des enfants qui arrivaient du Haut-Karabakh, à qui il fallait quand même masquer la guerre. Donc voilà, depuis cette association, alors c'est valable aussi au Liban, ça c'était suite à l'explosion, on a essayé d'aider par rapport au conservatoire qui avait été détruit. Et puis en Arménie, c'est d'aider en fait les enfants déplacés du Haut-Karabakh en Arménie à pouvoir avoir des lieux où ils se retrouvent pour partager de la musique. Alors ils partagent aussi, ça vient petit à petit parce que entre le moment où on digère un traumatisme et le moment où on arrive à sortir des vibrations, des sons de son corps, ça peut prendre des années. Donc, mais voilà, en tout cas, la musique, c'est une thérapie et c'est une forme de communication assez incroyable qui peut faire beaucoup de bien. Il y a eu aussi des actions menées vis-à-vis des soldats, des jeunes soldats. C'est quand même incroyable de voir un corps complètement mutilé, notamment au phosphore, un corps jeune, mutilé, dans la souffrance, et quand on chante une mélodie, qui prend un sourire, ou qui même commence un petit peu du bout des lèvres à chanter. C'est aussi quelque chose finalement, moi, qui est excessivement important, parce que de partager les scènes du monde entier, les belles scènes, les belles philharmonies, c'est un pan. C'est un pan. Vous parliez de l'identité française, arménienne. Quand je suis sur les scènes, je me sens très française, mais en moi, il y a toujours tout ce bagage que je transporte et qui a besoin aussi de se sentir utile. Me sentir utile uniquement en tant que musicienne, me sentir utile uniquement en tant que musicienne classique, ça ne me satisfait pas et j'aurais l'impression quelque part d'oublier mes racines, et ça, je n'ai pas été éduquée comme ça. De quoi l'Arménie a-t-elle besoin ? L'Arménie, elle a besoin de survivre déjà, premièrement. Je crois que l'Arménie, elle a besoin L'Arménie aurait besoin, je crois, d'une certaine unité entre les Arméniens de la diaspora et les Arméniens qui vivent en Arménie. Je crois que ça, c'est finalement, d'être dispatché dans le monde entier, ce qui est une richesse, parce qu'il y a des Arméniens partout dans le monde, c'est une faiblesse. Ou alors, en tout cas, ce n'est pas pris en compte comme une richesse. L'Arménie, c'est ce qui reste d'un grand royaume qui a eu beaucoup de changements géographiques, mais ça, c'est propre à toutes les grandes civilisations, quelque part. Mais elle a besoin je pense que elle a besoin de têtes fortes, elle a besoin de sortir un petit peu du modèle qu'elle a eu pendant des années, aussi très attachée dans l'attente d'avoir toujours de l'aide, que ce soit de protection ou de l'aide même intellectuelle qui vient de l'extérieur, mais qui du coup ne la rend pas forcément indépendante. Je crois que l'Arménie a aussi besoin de population, en fait, parce que l'Arménie se vide et que finalement c'est beaucoup plus facile pour des voisins de pouvoir arriver sur des terres qui sont désertes que s'il y a des âmes qui y vivent. L'Arménie aurait besoin aussi d'avoir du tourisme qui va pour découvrir cette terre. Elle a besoin de plein de choses, mais elle a aussi des valeurs. Je pense, l'Arménie, c'est quand même un pays assez incroyable, où il y a une forme d'harmonie quelque part dans ce grand brouhaha, une harmonie, un sens de la vie aussi, une valeur. Les gens savent vraiment ce que c'est que de vivre. Ce qui est très touchant aussi en Arménie, c'est aussi que chaque enfant qui naît, c'est une victoire. C'est une vraie victoire. Un enfant dans une famille, une nouvelle génération, c'est quelque part un espoir, un message d'espérance, mais pas que pour la famille qui voit naître un enfant, mais en général. Voilà, les enfants sont extrêmement chéris, parce que, au-delà évidemment de la tendresse qu'on peut avoir pour un enfant, c'est, voilà, cet enfant est né, il va peut-être
devoir se battre, parce que toutes les générations en Arménie doivent et ont des sacrifices humains terribles. On l'a vu au Karabakh. Donc voilà, après de ce qu'elle a besoin, je pense qu'elle aura toujours besoin d'aide, et l'œuvre d'Orient est une aide des plus précieuses, et en Arménie, je sais qu'ils en sont conscients. Mais voilà, je crois en tout cas l'Arménie a peut-être besoin un petit peu aussi d'aide divine, mais ça fait un petit peu, ça fait quelques années que elle semble avoir été un petit peu mise sur pause. Quel est le rôle de l'Arménie dans sa région? L'Arménie a un rôle c'est une résistante, l'Arménie. L'Arménie, elle a un rôle. Déjà, c'est une démocratie, ce qui est quand même, c'est quand même rare dans cette région. Elle a un rôle aussi, je crois, d'être une grande sœur ou alors une grand-mère vis-à-vis de l'Occident. Elle montre l'exemple aussi, je pense, pour l'Occident. À la fois, il y a cette résilience incroyable qui existe chez les Arméniens, qui existe en Arménie. Cette espérance aussi, je crois, de toujours se dire bon, on a des jeunes qui sont morts, mais on va continuer et on y croit. On a perdu le Haut-Karabakh, bon allez, il nous reste l'Arménie. Je crois qu'elle a un vrai rôle à jouer. J'espère qu'elle va surtout savoir montrer qu'elle est forte, même dans la douleur, qu'elle va prendre les armes, qu'elle va se rendre indépendante, qu'elle va s'élever, que même si c'est une très vieille civilisation et que c'est un tout petit bout d'un grand royaume qui existait, je crois qu'elle a aussi le devoir quelque part de montrer que, peut-être pas en actionnant des attaques, mais en se défendant, on peut aussi continuer à exister. Et voilà, je pense que elle a un rôle à jouer évident sur aussi une volonté de préserver une culture ancestrale, d'essayer aussi peut-être de demander une certaine forme de reconnaissance des actes passés, du génocide, Mais ça c'est intéressant aussi parce que finalement je me suis rendu compte que le calendrier des Arméniens de la diaspora et le calendrier des Arméniens d'Arménie n'est pas vraiment le même. Étant donné que l'Arménie actuelle n'a pas souffert du génocide, eh bien en fait on n'est pas sur les mêmes calendriers. Néanmoins, quand l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie, en Arménie ils disent pas les Azéris, ils disent les Turcs. Donc en fait l'ennemi est le même. Et je crois que il se passe beaucoup de choses aussi au niveau diplomatique. Alors je n'ai pas d'avis politique sur... je serais mal placée, puis c'est pas du tout mon rôle de parler de politique ou d'avoir des avis. Mais je crois que l'Arménie doit s'ouvrir, l'Arménie, mais s'ouvre d'ailleurs. Il y a une diversité, disons, de la nature. Il y a une grande richesse de la flore, de la faune en Arménie. Je pense qu'il faut explorer, qu'il faut partager. Il y a aussi beaucoup de jeunes, je crois, de la diaspora qui vont et qui retournent vivre en Arménie, qui trouvent des valeurs. Peut-être qu'on perd beaucoup en Occident. Voilà, c'est quelque part, j'ai l'impression que l'Arménie c'est un petit laboratoire de plein de valeurs qui essaient de survivre ensemble, qui inspirent aussi des personnes, des fondations, voilà. Mais je crois que le rôle majeur qu'elle doit surtout réussir à faire, c'est de survivre et de continuer à exister, même si le territoire est fortement voulu par des voisins qui détestent l'Arménie et tout ce qui représente les Arméniens. Moi, vous savez, il y a quelque chose au niveau de l'identité. Vous me posez la question, moi j'ai mon avis, mais pour un Turc, je serai toujours arménienne et je ne serai jamais française. Et ça, c'est clair, et ça, je l'ai compris. Donc il y a aussi, quelque part, dans cette identité, même si je suis française, pour beaucoup de personnes dans ce monde, je ne suis absolument pas française, et donc je serai toujours
une cible à éliminer et une cible qui représente, quelque part, ce que je porte en moi représente quelque chose qu'on a envie de complètement effacer. Donc, et j'en suis consciente. C'est pour ça aussi que quelque part en France, toutes ces valeurs que j'ai, que je porte, et il y a énormément de similitudes évidemment entre la France et les valeurs arméniennes. Je suis fière aussi de défendre beaucoup la culture française parce que finalement je sais ce que c'est de perdre une culture, je sais ce que c'est que de perdre des territoires et jamais je ne souhaite que on veuille... Enfin, il m'est insupportable en tout cas d'avoir l'impression que des cibles civiles se retrouvent dans la situation que j'ai en tant que personne d'origine arménienne, d'être la cible de millions de gens en fait qui veulent la destruction simplement parce qu'on représente quelque chose qui leur est insoutenable et qui leur est ennemi. Au nom de quoi? C'est difficile à savoir. Mais évidemment, les valeurs chrétiennes rentrent en jeu. On sait très bien que pendant le génocide arménien, les femmes préféraient se tuer plutôt que d'être converties à l'islam. C'est quand même pas rien de se dire... Il y a des récits d'ailleurs, des femmes qui se jetaient de falaises pour éviter. Il y a maintenant, on sait le nombre de femmes qui ont été converties de force à l'islam et qui, pour certaines d'entre elles, se sont enfuies une fois qu'elles ont eu l'occasion et ont refait leur vie en tant que chrétiennes. Mais la conversion à l'islam, dans le cas des Arméniens, c'est quelque chose qui est insoutenable. Donc il y a ce rapport évident de l'identité arménienne qui est forcément... il n'y a pas de différence, je crois, pour beaucoup de personnes entre arméniens et chrétiens, il n'y a aucune différence. Donc être modéré dans la foi que je peux avoir et dans l'approche du christianisme que j'ai, on me rappelle souvent, quelque part, que ce que je porte en moi et les origines que je porte en moi ne plaisent pas à tout le monde. Quel est l'impact de la perte du Haut-Karabakh dans la diaspora? Dans la diaspora, il y a beaucoup de personnes qui portent un nom qui finissent par Yan, mais qui ont voulu oublier ou qui ont oublié ce que cela signifiait. Alors c'est pas facile d'avoir des origines arméniennes, hein. Moi j'ai eu la chance d'avoir par la culture la transmission de mes origines, mais il y a beaucoup de familles qui ont voulu oublier qu'elles étaient arméniennes. Ça devait être insupportable, je pense, d'arriver du génocide en France, d'être apatride, d'être mal considéré, sans papier, enfin de devoir justifier d'être arrivé en France ou en Europe alors qu'il y avait un génocide et qu'en fait finalement ils n'avaient pas tellement de choix de venir se réfugier en France. Donc il y a des familles qui ont décidé de complètement oublier les origines et de grandir en France sans jamais ni cuisiner des plats arméniens, ni rien du tout. Et puis évidemment, c'est compliqué, parce que quand on a un nom qui finit par Yan, on sait que c'est d'origine arménienne. Et je crois que la guerre de 2020 a réveillé beaucoup de conscience, en fait. Beaucoup de personnes qui se sont dit « Oh, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est l'histoire de ma famille. » Et il y a eu, j'ai vu beaucoup d'électrochocs, d'un coup, des personnalités, des personnes qui avaient rompu tout contact avec leur arménité, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, qui n'ont absolument rien transmis des origines. Attention, je dis pas que c'est facile de transmettre des origines, surtout quand elles ont un bagage quand même historique et génocidaire. Enfin, c'est quand même c'est compliqué, hein. Il faut assumer, c'est pas toujours facile. Mais je dirais qu'il y a eu un grand réveil en 2020. D'un coup, ils se sont dit, mais ce qui se passe, ça s'est déjà passé. Et les ennemis, ce sont les mêmes. Qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire? En fait, où se trouve l'Arménie? Ah, mais j'ai envie d'aller en Arménie. Donc il y a eu un vrai réveil, une vraie conscience. Après, moi je n'ai jamais été dans quoi que ce soit de communautaire. J'ai pas du tout été élevée dans des groupes communautaires ou dans... Moi, la seule chose qui a toujours été vraie dans ma manière de vivre mes origines arméniennes, c'est la culture, c'est de simplement quelle richesse culturelle on a et comment la transmettre, voilà.
partager du beau. On a toujours, quand on voit quelque chose de beau, on a envie de le partager. Ben voilà, moi c'est quelque part, c'est ce que j'ai reçu. On est porteur en nous d'un bagage incroyable. Moi j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, mais tu as tellement de chance d'avoir en toi, en fait, tout cet héritage culturel. Moi j'aimerais bien. Moi je sais même pas d'où je viens. Je connais rien. J'ai pas de bagage culturel particulier. Moi, voilà, c'est au-delà de la musique que je prends grand bonheur à partager. Il y a la littérature, il y a la poésie, il y a l'histoire des tapis. Enfin, il y a tellement de choses. Donc, je dirais qu'en diaspora, il y a eu ce grand réveil. Il y a eu des concerts organisés, il y a eu des émissions de télé pour venir en aide au Karabakh. Il y a eu, et c'est là aussi où le fait d'être en France, c'est formidable parce que c'est quand même le seul pays, il faut dire la vérité, qui avec peut-être une communauté arménienne si forte, mais aussi qui montre une forme de fraternité si forte avec l'Arménie. Donc la diaspora, elle a un rôle. Je pense que l'Arménie aussi a compris que sans l'aide financière de la diaspora, l'Arménie aurait beaucoup de mal à survivre. Après, il faut s'organiser, c'est très mal organisé. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de... Je vois beaucoup d'Arméniens de France prendre leur billet, se dire il faut quand même que j'aille une fois en Arménie. 4 heures d'avion, c'est quand même pas grand-chose. Mais il y a ce réveil, quelque part, il y a ce réveil. Aussi parce que les Arméniens, je crois, en France, sont bien considérés. Il y a eu quand même de grandes personnalités d'origine arménienne qui ont apporté au patrimoine français beaucoup de belles choses. Alors évidemment, on parle d'Aznavour, mais il y a eu Michel Legrand, Henri Verneuil, il y a eu vraiment des artistes qui ont caché beaucoup leur arménité, jusqu'à un moment donné, c'est revenu à eux dans leurs années plus avancées, disons. Mais il y a cette reconnaissance et je pense que il n'y a plus de honte ou alors de gêne à être arménien. Et puis voilà, ce yan, quelque part, c'est rigolo, mais ce yan, dès qu'il y a un yan, on sait que, en tout cas, ça marque, c'est une forme d'appartenance marquée vers les origines arméniennes. Donc voilà, j'espère que la diaspora, j'espère que c'est pas juste ponctuel parce qu'il y a eu la guerre, mais au-delà de tout, j'espère que c'est les valeurs aussi humaines, les valeurs humaines qui existent en Arménie, qui peuvent continuer peut-être à vivre aussi en diaspora. Cette solidarité n'existe pas dans d'autres diasporas ? Alors si, aux États-Unis aux États-Unis c'est très différent. Aux États-Unis, étant donné que ce n'est pas un pays comme la France qui a un héritage culturel fort, il y a quelque chose d'excessivement décomplexé, mais c'est communautaire du coup. Ils vivent vraiment en communauté. Ce que je trouve intéressant, c'est d'être pleinement française et d'avoir aussi ces origines-là assumées. En fait, c'est de mélanger à la fois la richesse culturelle française et la richesse culturelle arménienne. L'histoire des royaumes de France et des royaumes d'Arménie sont liés depuis le XIe siècle, il me semble. Voilà, on a eu des rois en commun, les fameuses familles poitevines des Lusignans, autres. Donc il y a vraiment des liens. Moi, je trouve que c'est justement de mélanger ces différences enfin, pas de mélanger ces différences, mais de mélanger, de marier en fait toute cette richesse culturelle ensemble qui rend la chose encore plus belle. Aux États-Unis, voilà, j'en rencontre, mais ils sont où ils sont complètement détachés, ils veulent être plus américains qu'américains. Mais à la fois, ils sont quand même contents de dire on sait faire des super banquets. Ah ben nous aussi, on a le barbecue, mais version avec quelques épices. Ou alors, ils sont vraiment entre... Voilà, moi, je pense qu'un mélange comme on peut avoir dans la diaspora en France est intéressant. Après, en Russie, les Arméniens de Russie se sont beaucoup mélangés aux Russes, mais il faut dire une chose, c'est que l'URSS, c'était vraiment un mélange culturel. La langue arménienne a été beaucoup modifiée par la langue russe. Il y a eu aussi pendant des années cette protection de la Russie sur l'Arménie, qui est terminée maintenant. Mais disons que voilà, il y a eu, je crois qu'une grande partie des Arméniens de Russie ne parlent même pas arménien.
En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Il y a eu aussi les Arméniens qui sont nés à Bakou et donc par les pogroms sont partis. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas forcément arménien. Aux États-Unis, quand même, dans les communautés, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Arméniens de Syrie et du Liban. Moi, au moment d'arrivée de Beyrouth, la génération de ma mère, il y a eu la question, est-ce qu'on va aux États-Unis ou est-ce qu'on va en France? Voilà. Et les Arméniens du Liban, ce sont des Arméniens qui sont très fiers de leur identité. Et pour le coup, ça a été une vague de vrais survivants du génocide. Donc il y a cet attachement incroyable à la culture populaire, à la culture arménienne. Rester arménien coûte que coûte. Quel est votre espoir pour l'Arménie? Mon espoir, c'est que les forces intellectuelles se rassemblent peut-être un petit peu, réfléchissent ensemble, qu'il y ait de l'organisation, qu'il y ait du travail. J'ai l'impression que c'est ce qui manque, et d'ailleurs on voit les voisins hostiles à l'existence de l'Arménie essayent de s'organiser, en tout cas achètent des services d'organisation pour acheter du lobbying, des choses comme ça. Je crois que l'Arménie, elle aurait besoin de se professionnaliser et de sortir un petit peu du traumatisme, et bon, ça va aller. En fait, oui, ça va aller, mais ça peut aussi ne pas aller. Le Haut-Karabakh, il a été perdu, mais il n'y a pas eu d'organisation pour... alors que c'était clair depuis 30 ans qu'il y avait une préparation pour prendre le Haut-Karabakh. Il faut des organisations, il faut du travail, il faut du courage aussi, mais c'est pas facile parce que les traumatismes sont grands et quand on est traumatisé, je crois que on sait peut-être pas par où commencer. Peut-être faire confiance à la diaspora aussi. Il y a beaucoup d'âmes d'origine arménienne qui ont envie d'aider l'Arménie à montrer des chemins. Le message d'espoir aussi, je pense que vous le portez avec toutes les actions que vous menez avec l'œuvre d'Orient. Je crois que ça, c'est un message d'espoir qui est essentiel parce que finalement, les Arméniens, grâce à l'œuvre d'Orient, peuvent aussi assumer leur chrétienté. Ils n'ont pas besoin de se dire, bon, en fait, oui, il y a un christianisme, il y a une foi, il y a quelque chose d'assumé. Et donc de trouver des institutions comme la vôtre qui donnaient confiance et qui soutenaient et qui voyaient en l'Arménie quelque chose de beau et quelque chose que vous avez envie de garder, de préserver. C'est un message d'espoir. De toute manière, il faut avoir de l'espoir. Ça fait des centaines d'années que l'Arménie elle est menacée, que les Arméniens sont menacés. Mais il faut... j'espère en tout cas qu'il y a des prises de conscience pour être indépendant et apprendre à ne pas compter sur des voisins qui n'en font un petit peu qu'à leur tête au niveau des alliances. Voilà, l'espoir aussi, c'est que la culture arménienne, je crois, à travers le monde, touche pas que les Arméniens, mais le monde entier est touché par la beauté. Je crois que la beauté, c'est quand même quelque chose qui peut aussi sauver et donner de l'espoir en des années futures pour l'Arménie. C'est un pays qui est beau, qui a de belles valeurs, qui a une belle culture, dans la douceur. C'est des valeurs, je crois, qui donnent espoir en général, et on en manque beaucoup, je crois, à travers le monde. Et pourrions-nous finir par un chant a cappella? Alors c'est la berceuse du rossignol, qui s'appelle Ari Imsochak. Ari Imsochak, Tobardez Merin, Darerov Kunper, Derisach Kerin. Paitz nalalise, du sochak migal, im vortin dute, siratzu
José diran sutarnal. Merci à vous.